Hello, nous sommes le samedi 14 septembre et j'ouvre un tout nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement, prenez une petite boisson chaude ou boisson froide et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. C'est donc l'heure de la pause café, Je ne travaille pas donc c'est pas vraiment une pause, mais on va dire que c'est l'heure du café. Je profite de la sieste de mon fils pour faire des choses que j'ai envie de faire, voilà, tout simplement, et pour souffler un petit peu, puisque depuis ce matin, je suis en solo avec lui et pour toute la journée, là. Et je vous avoue qu'un enfant de 2 ans et demi, c'est assez dynamique. Et parfois, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc la sieste est quand même la bienvenue et j'ai de la chance parce qu'il fait souvent des siestes assez imposantes, ce qui me permet quand même de pouvoir souffler et de reprendre toute l'énergie dont je vais avoir besoin pour m'occuper de lui sur le reste de la journée. Du coup, café. Je voulais juste vous dire que je viens de tourner une petite vidéo puisque je lance cet automne un challenge qui s'appelle donc On lit du gothique en automne et c'est tout simplement pour vous proposer de participer avec moi à ce challenge et pour vous dire que si vous avez envie de découvrir un petit peu la littérature d'inspiration gothique ou si vous êtes comme moi un grand fan ou une grande fan de ce type de littérature, n'hésitez pas à rejoindre le challenge, ça me fera extrêmement plaisir. Du coup, transition toute trouvée, je suis passée vite fait à la bibliothèque ce matin, je voulais absolument emprunter un roman pour ce challenge-là. Et donc je vous le montre, j'ai emprunté Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. C'est un roman dont j'ai beaucoup entendu parler, parfois en bien, parfois en moins bien, mais j'ai vraiment très envie de me faire mon propre avis sur ce roman. Donc je vous lis la 4e de couve. Il se passe quelque chose à High Place, le manoir ancien où la cousine de Noémie Taboada réside depuis son récent mariage. Sa lettre parle d'empoisonnement, de visions et d'entités qui la tourmentent. Avec ses robes 50s et son rouge à lèvres, Noémie semble plus à sa place dans les soirées mondaines que dans la demeure isolée de la campagne mexicaine. Mais elle n'est pas du genre à se laisser impressionner par l'époux de sa cousine aussi troublant qu'hostile, ou le patriarche de la famille fasciné par la jeune invitée, ou la maison elle-même qui suscite en elle des rêves de meurtre et de cérémonies impies. Car High Place cache bien des secrets entre ses murs. Longtemps, la fortune colossale de la famille l'a préservée des regards indiscrets. Noémie va maintenant découvrir son effrayante histoire de violence et de folie, et elle risque fort de ne plus jamais pouvoir s'en échapper. Voilà. Donc là, on nous met quand même Lovecraft rencontre les sœurs Brontë en Amérique latine. Bon, moi, ce genre de petites phrases, ça me fait complètement craquer. Je ne pouvais pas ne pas le lire, en fait. Il fallait absolument que je me fasse mon opinion dessus. Donc, voilà, ce sera chose faite puisqu'il fait partie de ma sélection pour le challenge On lit du gothique en automne. Si le challenge vous intéresse, n'hésitez pas. Normalement, au moment où vous aurez cette vidéo, la vidéo sur le challenge sera déjà publiée. Si tout est bien, si tout se cale comme je l'espère, ça devrait être déjà publié. Donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre. Je vais dire à nous rejoindre. Pour l'instant, je suis seule, donc à me rejoindre. J'espère que l'on sera très nombreux pour ce challenge. De mon côté, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais aller lire, c'était la seule chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je n'ai pas repris de lecture papier ni de lecture audio depuis que j'ai terminé le premier tome de la saga Steam Sailors en audio et depuis que j'ai terminé... qu'est-ce que je lisais en papier? Je sais plus, j'ai un trou. Ça ne va plus, je perds mes neurones les uns après les autres. Ça me revient depuis que je lisais le 8e tome de la saga Erika Falk de Camilla Lackberg. Et donc je n'ai pas repris de lecture. Hier soir j'étais vraiment hyper fatiguée. Je voulais prendre le roman graphique que j'ai emprunté à la bibliothèque la semaine dernière. Puis en fait même ça j'étais pas en capacité de lire. Donc du coup je me suis arrêtée là. Je pense quand même que je vais aller me poser un peu dehors parce qu'il fait un temps magnifique. Et j'aimerais bien en profiter quand même avant qu'il fasse moche.
Et du coup, je vais probablement sortir de ma palle mon partenariat, enfin le roman que j'ai reçu en partenariat avec la maison d'édition Gaëlis, qui est donc le 4e tome de la saga. Ah bah j'ai un trou, je sais plus comment elle s'appelle non plus cette saga. Non mais alors le début de cette vidéo c'est vraiment sans queue ni tête. Vous savez la saga avec le personnage qui s'appelle Louise là, qui est un petit peu insupportable mais qui est une très très bonne saga. Oh là 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 là. Attendez, je vais vous le chercher. Je l'ai. Les chemins d'Abeline. Le 4e tome donc s'appelle Alistair, donc j'imagine que ça va être un petit peu basé sur le personnage de Alistair. Alors, je voulais pas forcément me plonger dedans tout de suite parce que on est sur une brique. Non, et franchement, là, vous prenez ça dans la tronche, clairement, vous êtes mal pendant un petit temps, quoi. Du coup, ça fait 700 pages presque. Donc je voulais pas forcément le prendre tout de suite. J'avoue que la longueur me fait un peu peur, mais ça me fait peur parce qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps pour lire, je suis très fatiguée, donc du coup le moindre temps de repos que je peux avoir, souvent je dors. Donc c'est vrai que me lancer dans une brique pareille maintenant, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu. Mais en même temps, ça reste un livre que j'ai reçu en partenariat qui m'a vraiment été hyper gentiment envoyé par la maison d'édition. Et je me vois pas le faire traîner plus longtemps dans ma palle. Je l'ai reçu cet été déjà et j'aurais dû le lire un peu plus tôt, à mon sens. Donc voilà, donc je vais le lire maintenant, je vais le commencer. On verra combien de temps ça me prendra. Peut-être que je prendrai un autre livre en parallèle, histoire d'avoir un peu l'impression d'avancer quand même. Parce que c'est vrai que vu ma rapidité de lecture en ce moment, j'ai un petit peu peur de le traîner, surtout le mois de septembre. Et ce n'est absolument pas par rapport à la qualité de l'histoire, parce que je sais d'ores et déjà que c'est un roman qui va me plaire. C'est une saga que j'aime énormément, Les Chemins d'Abeline. Et bon, voilà. Donc du coup, je sais que ça va me plaire, mais c'est vraiment ça qui me fait peur. C'est vraiment ça. Bref, on verra bien. Sur ce, j'arrête de parler pour ne rien dire, parce que là vraiment ça n'a ni queue ni tête cette introduction, et je vous reprends bien sûr plus tard. Hello, nous sommes lundi soir, lundi 16 septembre, et je vous reprends rapidement en vidéo puisque j'ai eu le temps d'aller faire un petit tour en librairie. Je ne travaillais pas aujourd'hui donc j'en ai profité. Et je suis en train de constituer ma palle pour cet automne, donc c'est plutôt excitant. Je trouve, j'aime beaucoup constituer ma palle à chaque fois en début de saison pour voir un petit peu ce que je vais pouvoir lire sur les prochains mois, les prochaines semaines. Et donc là, j'ai fait 2 petits craquages, mais 2 craquages qui étaient prévus. Le premier, sans grand suspense, c'est donc À l'ombre de Winnicott, qui est donc le dernier roman de Ludovic Manchette et Christian Niemniek, publié au Cherche Midi. Et je vous dis sans grand suspense puisque je vais le lire dans le cadre du challenge On lit du gothique en automne. Et il va faire partie de la catégorie sombre manoir. Et je suis très très contente de retrouver la plume de ces 2 auteurs que j'aime beaucoup. J'avais beaucoup aimé Alabama 1963. Je sais que là on est sur un style complètement différent, un registre totalement différent. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner dans ce style un petit peu gothique. Donc on va voir. Je vais donc, comme je vous le disais, organiser une lecture commune autour de ce roman. Pour ceux et celles que ça intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ici ou à me le dire sur Instagram. Mais sachez que ce sera probablement aux alentours de la mi-octobre. Et je vais très probablement lancer une petite discussion sur Discord pour que ce soit plus fluide et pour qu'on puisse découper la lecture en plusieurs parties pour qu'on soit vraiment dans une vraie lecture commune assez rythmée et assez cadencée. Voilà, donc je vous lis la 4e de couverture pour vous donner envie de me rejoindre dans cette lecture commune. Il y a beaucoup de monde, remarqua la visiteuse à peine entrée. Lucille compta. Nous sommes 8, 9 avec vous. Je ne parlais pas des vivants. Sussex, Angleterre, 1934. Alors qu'ils viennent d'emménager dans le manoir de Winnicott Hall, Archibald et Lucille Montgomery confient
À Viviane Lombard, une Française à l'attitude et au franc-parler peu ordinaire, l'éducation de Georges, leur jeune fils aveugle. Tandis que la préceptrice et l'enfant apprennent à s'apprivoiser, un doute s'instille peu à peu chez eux comme chez tous les habitants de la vaste demeure. Maître des lieux et personnel confondus, une présence invisible ne rôderait-elle pas entre les murs de la vieille bâtisse? Voilà. Je peux quand même vous dire ce que le Cherche Midi a rajouté en plus. Ils ont mis avec ce troisième roman, Manchette Niemiec se pose en maître de la narration, faisant coïncider la force d'une histoire avec la puissance des images. Leur façon de mêler la grammaire cinématographique au langage romanesque impressionne. Prenez Georges, cet enfant aveugle aux prises avec les cauchemars ou les fantômes. Henry James ou Steven Spielberg auraient adoré l'inventer. Voilà, bon bah autant vous dire que ça donne carrément envie. On est sur un roman qui est pas si long que ça, il fait... Oh quand même, il fait pas loin de 500 pages. Il fait pas loin de 500 pages. Mais c'est assez aéré, vous voyez. C'est assez aéré, donc j'ai vraiment trop hâte de lire. Je suis surexcitée à l'idée de l'avoir entre les mains là et à l'idée de pouvoir le lire. Donc vraiment encore une fois, si vous êtes tenté, n'hésitez pas à me rejoindre pour cette lecture commune. Je pense que plus on sera nombreux, plus ce sera sympa d'échanger un peu nos points de vue. Et étant donné que c'est un roman qui vient de sortir, qu'on est sur un roman de la rentrée littéraire, et bien ça ne peut que être encore plus sympa, encore plus nouveau et encore plus déroutant. Donc allons-y, découvrons ensemble le style gothique écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Deuxième craquage qui était également prévu puisque ça va faire partie de ma palle de cet automne, même si il est complètement en dehors du challenge, on lit du gothique en automne. Là pour le coup, enfin quoique, je sais pas si j'aurais pas pu le mettre dedans parce que j'ai l'impression que c'est quand même presque un tantinet... On est à la frontière entre du roman d'inspiration gothique, de la Dark Academia, on est un peu là-dedans. Donc on va voir, mais je ne le mets pas dans le challenge, j'en ai vraiment plus sur autre chose. J'ai donc décidé de craquer pour ce roman. If We Were Villains de M.L. Rio. Là, vous voyez, vous avez une petite pastille que je vais pouvoir enlever. Le phénomène TikTok. Alors effectivement, apparemment, c'est un roman qui a fait énormément de vagues sur TikTok. Bon, moi, n'ayant pas TikTok, je vous avoue que je suis passée à côté. Mais je l'ai vu pas mal passer sur Insta également. Et je l'ai vu passer aussi sur Booktube et il me tente beaucoup. Donc je vous lis la 4e de couverture. Oliver Marks termine de purger sa peine de 10 ans de prison pour le meurtre d'un de ses meilleurs amis qu'il n'a peut-être pas commis. Le jour de sa libération, il est accueilli par l'inspecteur Colborne, l'homme qui l'a fait condamner. Ce dernier prend sa retraite, mais avant cela, il veut savoir ce qui s'est réellement passé il y a 10 ans. Au sein d'un groupe de 7 jeunes acteurs étudiant l'œuvre de Shakespeare dans un conservatoire très réputé, Oliver et ses amis jouent les mêmes rôles sur scène que dans la vie. Le héros, le méchant, le tyran, la tentatrice, l'ingénu. Mais lorsque la distribution change et que les rôles s'inversent, tout tourne au drame et l'un d'entre eux est retrouvé mort. Les survivants sont alors confrontés à leur plus grand défi d'acteurs, convaincre la police et surtout eux-mêmes de leur innocence. Voilà, donc ça me tente énormément. On va voir ce que ça va donner, mais c'est pareil, alors il est pas très très long. Bah si, décidément, 450 pages, bon finalement on est quand même sur une petite brique, hein. Mais vraiment, je pense que ça va se lire très très vite et j'ai très très hâte de le lire, je vous en reparle bien vite. Comme vous pouvez sûrement l'entendre, je suis appelée, donc je vous laisse ici et je vous reprends plus tard. Retrouve aujourd'hui, nous sommes le mercredi 25 septembre et il fait un temps exécrable.
Voilà, donc on est en fin de journée, la luminosité n'est pas terrible, j'ai allumé la ring light parce que je pense que sinon on ne verrait strictement rien. Donc j'espère que la luminosité sera pas trop mal au montage, je verrai, mais malheureusement je peux pas faire grand chose de plus parce que vraiment il est 17h30 et on a l'impression qu'on est en pleine soirée. Donc bref, toujours est-il que je vous reprends, je suis désolée, je vous ai pas parlé depuis un petit bout de temps. Je vous reprends pour vous faire un update lecture parce que je me suis rendu compte dans ce carnet de lecture que je n'en avais absolument pas fait, donc quand même il faut quand même que je vous tienne au courant de ce que je suis en train de lire, puisque c'est un petit peu pour ça que vous regardez ces vidéos, n'est-ce pas? Donc, je vous disais, je crois, je ne sais plus d'ailleurs, peut-être pas. Bref, j'étais en train de lire un livre qui m'a pris vraiment beaucoup de temps parce que c'est une brique. J'étais en train de lire ce roman que j'ai terminé, qui est donc le tome 4 de la saga Les Chemins d'Abeline, écrite par Annabelle Séguré, publiée chez Gaëlis Éditions. Et donc du coup, vous le voyez, on est sur une sacrée brique, donc j'ai mis du temps à le lire et à en venir à bout. J'ai mis du temps à le lire, non pas que ça ne me plaisait pas, non, j'ai mis du temps à le lire parce que il est long, parce qu'en ce moment j'ai assez peu de temps pour lire, que je suis très lente et forcément ça a été assez laborieux comme lecture. Mais c'est un roman que j'ai aimé. Pour vous refaire un petit topo de cette saga, c'est une saga que j'ai découvert il y a un an, en octobre l'année dernière. Les Chemins d'Abeline, c'est une saga qui compte 4 tomes. Déjà, ça c'est le dernier tome qui vient de paraître. Au total, il est prévu 12 tomes sur cette saga, donc c'est une grosse saga. On est sur une saga familiale historique. Et donc, on suit l'histoire de Louise. C'est une jeune femme qui vit au XVIIIe siècle, mais qui a la particularité de vivre plusieurs vies. En fait, elle voyage un petit peu dans le temps, et elle a connu plusieurs vies dans plusieurs siècles différents. Et donc, dans Les Chemins d'Abeline, dans le premier tome et dans les 3 autres tomes qui suivent, on la retrouve dans le XVIIIe siècle, en 1780, il me semble, quelque chose comme ça. C'est un petit peu avant la Révolution. Et elle rencontre Gabriel, le comte d'Abeline, et ils tombent follement amoureux l'un de l'autre. Il va leur arriver plein de péripéties, ils vont être longtemps séparés, ils vont se retrouver, ils vont se reséparer pour des raisons diverses et variées. Mais ce sont clairement des âmes sœurs, donc ce sont des personnages qui se retrouvent tout le temps, clairement. Donc voilà, donc c'est un peu le postulat de départ dans le tome 1. Et puis ça va suivre un petit peu son cours puisque Louise et Gabriel vont former une famille et donc on va suivre toute la famille, tout le destin des d'Abeline sur plusieurs années. Et franchement c'est carrément addictif comme saga, il n'y a pas à dire. J'avais beaucoup aimé le premier tome, on était sur un tome très prometteur, avec quand même une première partie en demi-teinte, puisque j'avais eu beaucoup de mal à m'attacher au personnage de Louise, qui est donc le personnage principal, vous l'aurez compris, et qui est un personnage extrêmement caractériel et qui prend énormément de place. Donc vraiment, j'avais eu un peu de mal avec ce personnage. Malgré tout, au fur et à mesure de la lecture du premier tome, on finit quand même par s'attacher à elle et on a quand même envie de savoir ce qui se passe. Donc voilà. Donc le premier tome était très prometteur, ça n'avait pas été un coup de cœur, c'était très bien rédigé, très bien écrit. L'univers est très addictif, on se sent complètement embarqué dans l'histoire, mais c'est vrai qu'il y avait ce côté très caractériel du personnage principal où franchement, il y avait des fois, elle tapait un peu sur le système. Mais voilà, ça l'a quand même fait. Dans ce premier tome-là, on avait toute une partie qui se passait en Irlande. Et donc on avait pas mal de légendes celtes, pas mal d'histoires, de fées, d'histoires de légendes et tout qui viennent vraiment agrémenter le récit et qu'on apprécie énormément. Enfin moi en tout cas j'aimais beaucoup. Et en fait je trouvais que ça donnait à cette saga un petit air de Outlander. Et bon voilà, moi j'adore Outlander, donc c'était un peu sympathique. Donc c'était Outlander mais version Irlande, bon, un petit peu si vous voulez. Le deuxième tome, ça a été un coup de cœur phénoménal, j'ai adoré ce deuxième tome. Je pense même qu'à l'heure actuelle c'est toujours mon préféré.
J'ai vraiment beaucoup aimé parce que c'est un tome qui est beaucoup plus centré sur le personnage de Gabriel. D'ailleurs, le tome 2 s'appelle Gabriel. Et du coup, on apprend à apprécier énormément ce personnage. Et moi, ça reste mon personnage chouchou de la série, je pense. Et du coup, bah, c'est vraiment extrêmement bien fait. On voyage beaucoup dans ce tome-là. On part en Amérique. On découvre un peu les guerres d'indépendance en Amérique. Et franchement, le côté historique est très bien amené, très bien documenté également, et ça donne vachement de peps à la saga. Donc le deuxième tome, pépite pour moi, hein, vraiment. Le troisième tome, je l'avais adoré aussi. Peut-être un petit peu moins que le deuxième, mais franchement, ça reste un de mes tomes préférés également. Le troisième tome est très bien fait. Louise et Gabriel se séparent, reviennent ensemble. Voilà, enfin, il y a beaucoup d'action dans ce troisième tome. Il se passe énormément de choses. Et on nous laisse sur un cliffhanger de malade. Et franchement, ça avait été un peu un crève-cœur pour moi de refermer le roman parce que je me disais, mais je ne pourrais jamais attendre avant d'avoir le tome 4 entre les mains. Et il faut savoir que j'ai lu le tome 3, je pense, à la fin de l'année, donc en décembre, ou alors début d'année peut-être, janvier peut-être. Et franchement, je savais que le tome 4 ne paraissait pas avant cet été. Et ça avait été vraiment un crève-cœur. Donc voilà, donc j'ai désormais le tome 4 entre les mains, donc je vais pas trop vous dévoiler l'histoire parce que je ne peux pas le faire, sinon je vais spoiler une grosse partie de la saga. Toujours est-il que l'on retrouve le personnage central qui est le personnage de Louise, et on retrouve un certain nombre de personnages qui gravitent autour de Louise, notamment le personnage de Alistair, puisque comme vous pouvez le voir, le tome 4 s'appelle Alistair, donc forcément la saga est un petit peu, enfin le tome est un petit peu centré sur le personnage de Alistair quand même. Et donc dans ce tome-là, ce qui est particulièrement appréciable, et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on retrouve l'ambiance un peu celte, puisqu'on repart en Irlande. Il y a une grosse partie du roman qui se passe en Irlande, donc on retrouve un petit peu les croyances celtiques, on retrouve les légendes, on retrouve tout ce petit côté un peu fantastique, un peu fantasy qui met du peps au récit, qui met du peps au tome, et ça c'est vraiment intéressant. Enfin, encore une fois, c'est encore le petit côté fantasque de Outlander que l'on retrouve dans ce quatrième tome, mais version Irlande, donc ça me plaît bien. À côté de ça, c'est un tome que j'ai un petit peu moins aimé que les autres, qui pour moi est un peu en demi-teinte, parce que vous avez une première partie et une deuxième partie. Dans la première partie, on est vraiment presque exclusivement en Irlande et on est sur une espèce de track. En fait, les personnages la famille d'Abeline, en gros, traque une sorte de guerrière irlandaise pour des raisons que je ne vais pas dévoiler ici. Sinon je spoil tout, donc je ne dévoile rien. Mais du coup, il va y avoir cette track, et honnêtement, la première partie, je pense qu'elle fait, je sais pas, peut-être 350-400 pages. J'ai trouvé que c'était très poussif. Trop poussif à mon sens. C'est pas qu'il n'y a pas d'action, parce que de l'action il y en a tout le temps. Dans les chemins d'Abeline, ça ne s'arrête jamais. C'est quelque chose, on est vraiment sur des romans d'aventure, des romans d'action, il se passe énormément de choses. Mais cette première partie reste très poussive à mon sens. J'ai un peu du mal à voir où l'autrice voulait en venir. C'est je te traque plus, je te traque plus, suis-moi, enfin bon, c'est un peu pénible. Et j'avoue que j'ai pas forcément accroché avec cette première partie, que j'ai trouvé un peu longuette à mon sens. Et je pense qu'on aurait pu tailler un peu dans le marbre, entre guillemets, on aurait pu tailler dans le vif et enlever quelques pages, ça aurait été peut-être un petit peu plus digeste à la lecture. La deuxième partie est, à mon sens, beaucoup plus sympathique, avec un rythme beaucoup plus maîtrisé. On retrouve du coup toute la famille d'Abeline. Encore une fois, il y a une grosse partie, enfin ça se passe même presque exclusivement en Irlande aussi, hein, sur la deuxième partie. Mais je trouve qu'on est plus centré sur la famille d'Abeline, sur les secrets de la famille, sur leur vie de famille qui se construit, qui se déconstruit, qui prend des coups vraiment parce qu'il leur arrive des choses vraiment pas très cool, mais du coup ça apporte beaucoup de peps, ça se recentre en fait sur les personnages que l'on connaît, alors que dans la première partie on a beaucoup de nouveaux personnages, notamment des personnages qui viennent de clans irlandais, avec des personnes qu'on ne connaît pas, avec des noms qu'on ne connaît pas, et franchement
c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Alors que dans la deuxième partie, on se recentre sur le principal à mon sens, et c'est beaucoup plus appréciable. Enfin, en tout cas, moi j'ai préféré. Voilà. On est encore une fois sur un roman où Louise prend beaucoup de place, puisque je vous l'ai dit, mais c'est un personnage très caractériel, et franchement, là encore, il y a des fois, elle a des réactions qui m'horripilent un petit peu, donc je m'en serais un petit peu passée, et autant je trouvais qu'elle s'était assagie dans le tome 2, dans le tome 3, on peut pas franchement dire qu'elle s'est assagie, mais je trouvais quand même que c'était pas forcément trop pénible à lire. Mais là, dans le tome 4, elle a encore une fois des réactions qui sont pénibles, vraiment. Et c'est vrai que ça alourdit un peu le roman de temps à autre. Bon, c'est comme ça, c'est le personnage qui veut ça, mais parfois c'est un peu pénible. Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ce que je peux vous dire, c'est que ce que j'apprécie toujours autant et ce qui, à mon sens, fait la force de cette saga, ce sont les recherches historiques que l'autrice fait. Encore une fois, elle nous assène de connaissances historiques, elle nous dévoile des choses qu'on ne connaît pas, elle nous dévoile des choses qui sont très vraies. On sent que les recherches qui sont faites sont incroyables. Dans ce tome-là, il est notamment question de la construction d'un hôpital. Je rentre pas plus dans les détails, mais vraiment, on sent que voilà, l'autrice a fait énormément de recherches sur les avancées scientifiques, sur la médecine, sur tout ça, et ça se sent et ça se ressent, et c'est incroyablement bien fait. Et je trouve que c'est vraiment la force de cette saga, et c'est pour ça que j'aime toujours autant Les Chemins d'Abeline et que je suis toujours autant ravie de voir qu'un tome vient d'être publié. Donc, ça fait quand même 11 minutes que je vous parle de cette saga, donc comme vous pouvez vous en douter, bien évidemment que je vous recommande de découvrir la saga Les Chemins d'Abeline. Si vous êtes comme moi et que vous avez un petit peu du mal à accepter le personnage de Louise, persévérer, parce que vous verrez que vraiment il y a des tomes dans lesquels Louise est plus agréable, et dans lesquels les autres personnages prennent tellement de place qu'on en oublie un petit peu ce côté agaçant de ce personnage, et du coup c'est plutôt agréable et plutôt prometteur pour la suite. J'ai donc bien évidemment hâte de savoir ce qui va se passer dans le 5e tome, puisqu'encore une fois on est sur un gros cliffhanger à la fin. Même si c'est un cliffhanger qui m'a moins marqué que le 3e, parce que vraiment le 3e tome, la fin, mais j'étais vraiment pas prête. Là, bon, ça m'a un peu moins paniqué, on va dire, mais quand même, j'ai très très hâte de savoir ce qui va se passer dans la suite de cette saga. Suite de cette update lecture, j'ai commencé un nouveau livre audio, donc je voulais vous en parler un petit peu. Je vous donne mon ressenti un petit peu à chaud, parce que pour l'instant j'en suis pas très loin. J'ai écouté 1h30 je pense du livre audio. C'est un livre audio qui est assez court, qui fait 7 heures d'écoute il me semble. Donc voilà, j'ai avancé, mais pas plus, donc je vais vous donner un petit peu mon ressenti, je vais vous parler un petit peu de l'histoire, mais je viendrai bien évidemment vous en reparler plus tard quand je l'aurai terminé. Ce sera probablement dans un prochain carnet de lecture, pas dans celui-ci. J'ai donc décidé de me lancer dans la découverte de Valentin Musso, que je ne connais pas. Alors il me semble que j'ai déjà lu un roman de lui, mais je suis pas sûre. J'ai vraiment un doute. En fait, pas du tout. Je viens de vérifier, je n'ai jamais lu de Valentin Musso, donc c'était un peu l'occasion. J'ai beaucoup entendu parler de cet auteur, bien évidemment, mais je n'ai jamais sauté le pas. Autant j'ai lu beaucoup de livres de Guillaume Musso, autant Valentin Musso, c'est un petit peu... c'était la grosse découverte, hein, clairement. Donc j'ai décidé de prendre son dernier roman qui a été publié cet été, il me semble, qui est donc Le mystère de la maison aux 3 ormes, qui me tentait bien, puisqu'on est sur un roman un petit peu d'inspiration Cluedo, d'inspiration un peu Agatha Christie, donc ça me tentait bien. Donc dans ce roman, on est dans l'entre-deux-guerres, je pense à peu près. Je sais plus exactement en quelle année, mais en tout cas c'est dans l'entre-deux-guerres. Et donc on suit le commissaire Forestier, qui est un personnage, il me semble que Valentin Musso a déjà fait exister dans un de ses précédents romans. Je crois que ça s'appelle Le Murmure de l'Ogre, un truc comme ça, où on retrouve déjà ce commissaire Forestier. Et donc là, il intervient
il intervient, oui et non, en fait il est appelé en urgence par un aristocrate qui s'appelle Yves de Montalabert, qui vit dans la maison de Trois Ormes et qui l'appelle parce qu'il est un petit peu paniqué, il craint pour sa vie, il a reçu pas mal de lettres de menaces. Le policier se rend chez lui et en fait il se rend compte que l'aristocrate a invité plusieurs autres personnes pour passer la soirée et donc il a proposé à un journaliste, il me semble, la femme d'un riche industriel, un médecin et un général de l'armée. Voilà. Donc ce sont les 4 personnages principaux que l'on va suivre dans ce roman. Donc le commissaire forestier se retrouve avec ces 4 personnages. Et le soir même, le comte est assassiné, enfin, en tout cas il est retrouvé assassiné brutalement dans son bureau. Et ce bureau est complètement fermé et verrouillé de l'intérieur. Donc se pose la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. On écarte vite la piste du suicide et on se rend vite compte que voilà, l'aristocrate Yves de Montalabert a été assassiné. Et à partir de là, va se lancer une véritable enquête. Et donc c'est le commissaire forestier qui va enquêter, en sachant que voilà, on est un petit peu sur un mode huis clos. Il y a 4 personnes, donc bon, ça peut pas être non plus quelqu'un d'extérieur, c'est forcément l'une des 4 personnes qui a tué le commissaire forestier. Voilà à peu près où on en est. J'étais vraiment très curieuse de découvrir ce roman parce que je trouvais que cette petite, comment dire, ce petit rappel à Agatha Christie, ce petit rappel, ce petit côté Cluedo, ça pouvait vraiment être sympathique. Mais finalement, je suis moins emballée que ce que j'aurais aimé. Je n'ai pas encore analysé la cause de cette petite déception, je ne sais pas. Et puis bon, comme je vous disais, pour l'instant, j'en suis à 1h30 d'écoute, donc ça a vraiment le temps de changer. Mais je trouve qu'en fait, il n'y a pas grand-chose de très original. C'est un petit peu poussif là, ce début d'intrigue. Alors autant les choses se mettent en place très rapidement, autant là on est dans l'interview des 4 personnes que l'on suspecte, et donc c'est un petit peu poussif. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Toujours est-il que je suis quand même très contente de découvrir Valentin Musso à travers ce roman-là. Je suis très contente de l'avoir pris à l'audio aussi parce que je n'aurais pas forcément... Enfin, voilà, j'aurais pas forcément acheté le livre en version papier, donc ça me va très bien de l'avoir en audio. Et puis on va voir ce que ça va donner, tout simplement. J'avais vraiment très envie de quelque chose d'assez court, donc ça me va très bien qu'il fasse 7 heures d'écoute. Au début, je voulais me lancer dans le roman de Lionel Shriver, Il faut qu'on parle de Kevin. Sauf que je me suis aperçue qu'il faisait 19 heures d'écoute, et là je me suis dit que non. Après avoir lu cette espèce de brique, après avoir lu cette autre brique, là il me fallait quelque chose d'assez rapide, un livre dans lequel j'ai l'impression d'avancer rapidement et que je n'ai pas l'impression de traîner pendant des jours et des jours. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment avoir une écoute audio assez courte, et donc là ça me va parfaitement de partir là-dessus. En plus, je pense que l'intrigue n'est pas si alambiquée que ça, donc ça va me permettre quand même de ne pas être non plus complètement concentrée. Et, enfin, ça ne me demande pas une concentration extrême, quoi. Voilà, pour écouter le roman, ça me va très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez lu Le mystère de la maison aux 3 ormes, ou si vous connaissez Valentin Musso, quels sont les romans que vous me conseillez de cet auteur, parce que comme vous avez pu le comprendre, c'est vraiment pour moi une véritable découverte. Donc plus j'ai des avis et des conseils de lecture, mieux c'est, comme ça m'évite de prendre au hasard à chaque fois, donc c'est très bien. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en pensez. Et écoutez, moi je pense que je vais en rester là pour ce carnet de lecture, tout simplement parce qu'on est mercredi, que j'aimerais bien le mettre en ligne demain soir, et que du coup il faut quand même que je prenne le temps de monter ce carnet de lecture, donc on va en rester là pour cette semaine. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous aurez fait quelques découvertes livresques, et moi je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!